Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette table ronde sur de la collaboration à la co-innovation. L'objectif principal, c'est d'essayer de vous présenter comment on peut, comment des collaborations gagnantes entre le monde académique, les universités globalement, le laboratoire de recherche et les entreprises peuvent amener à des solutions utiles et utilisables et utilisées par les entreprises. Je vais tout d'abord commencer par introduire les différentes personnes de la table ronde. On va commencer par toi, Nicolas. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Nicolas Sider, enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, affilié au laboratoire L3I donc de l'université, qui travaille sur les questions d'analyse, de reconnaissance de documents d'IA appliquée aux documents aujourd'hui. Bertrand, je te laisse continuer. Oui, bonjour. Donc Bertrand Coinon, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. J'ai effectué mes travaux de recherche à l'IRISA, qui est donc un des plus gros laboratoires de recherche en informatique en France, public. Je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle SHADOC, pour Système hybride d'analyse de documents. Et donc, comme l'acronyme et l'intitulé l'indique, je travaille sur tout ce qui est application effectivement de l'IA, modélisation de connaissances, sur la reconnaissance de documents, reconnaissance d'écriture, manuscrite, entre autres. Alors, comme je vous l'indiquais, on a cette spécificité d'avoir des universités, des entreprises. Alors maintenant, passer au deuxième pendant. Adnan, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Adnan Azaoui, je suis directeur général d'IMDS, qui est un groupe international éditeur de logiciels, qui est spécialisé dans le traitement sécurisé d'images, dans l'identité numérique et puis aussi la sécurité routière. On existe depuis maintenant 30 ans avec une présence au Canada et en France. Et nous sommes très actifs aussi sur le volet recherche et développement, ce qui nous amène aujourd'hui ici, avec à la fois des collaborations avec des universités canadiennes. À ce titre, on va lancer bientôt une chaire scientifique sur l'intelligence artificielle au service de la productivité et de la sécurité documentaire. Mais on a aussi des collaborations avec des universités françaises, dont le laboratoire L3I, de l'Université de La Rochelle, avec lequel on a réalisé pas mal de travaux de recherche et puis bientôt un LabCom, et aussi avec l'IRISA, qui est représenté par le professeur Coinon, avec lequel on a fait notamment un transfert technologique cette année sur un moteur très performant qui est le Modular Light Transformer. Puis aujourd'hui, je représente IMDS, qui est membre de l'association CIVIA, qui a pour vocation justement de rapprocher le monde académique et le monde industriel. Merci Adnan. Vincent, je te laisse continuer. Bonjour, Vincent Poulain-Nandossi, je suis VP of Research chez Use, c'est-à-dire directeur de la recherche dans la société Use. Use, on offre un service d'automatisation des processus métiers qui vont de la demande d'achat jusqu'au paiement des factures. On intègre beaucoup de briques d'intelligence au niveau de l'analyse de documents surtout, et c'est mon périmètre. Et au cours de ces 25 dernières années, j'ai eu le plaisir de collaborer sur une trentaine de projets avec une douzaine d'universités en France. Et j'allais dire de Navarre, en fait c'était en Catalogne, mais bon, c'est pas très très loin. Et je vais passer la main à mon collègue, Frédéric Lebars. Bonjour à tous, Frédéric Lebars. Moi je suis DG à d'ITsoft. Je m'occupe plus principalement des équipes d'innovation. ITsoft, on est un éditeur de logiciels SaaS français, un peu plus de 40 ans maintenant. Et on travaille principalement sur le traitement intelligent de documents et la digitalisation des processus métiers. Et l'une des marques de fabrique d'ITsoft, c'est que depuis sa création, elle est très concentrée sur la partie technologique et elle a toujours investi justement sur ces parties de R&D et de collaboration avec les laboratoires. Donc depuis maintenant une trentaine d'années, on collabore avec les laboratoires, notamment le L3I depuis une quinzaine d'années. Et c'est quelque chose qu'on veut continuer. Et voilà, on est ici aussi aujourd'hui pour vous partager un petit peu l'importance de cette co-innovation et on va dire essayer de vous donner quelques facteurs clés pour réussir. Merci à tous pour votre introduction. On parle beaucoup de R&D. La recherche, c'est un métier qui est fait par des chercheurs qui peuvent être autant dans le public que dans le privé. On en a plein d'exemples ici de chercheurs. La première question que je vais vous poser à tous, mais on va peut-être commencer par le monde académique, c'est finalement comment pourriez-vous décrire votre métier et est-ce que vous pensez que votre métier est vraiment différent de chercheurs dans le public que chercheurs dans le privé ?
Je te laisse commencer, Nicolas. Alors, c'est une vaste question, bien sûr. On va tenter d'apporter quelques éléments. Le chercheur, qu'est-ce que c'est ? C'est, d'un point de vue général, peut-être améliorer la connaissance qu'on a sur une thématique, sur un objet, sur une problématique. Donc ça, c'est ce qu'on fait la moitié du temps au quotidien. Quand on est avec notre casquette chercheur, on essaye de trouver une problématique et développer une solution qui va répondre à cette problématique-là, ou en tout cas améliorer les solutions qui existent déjà, avoir une meilleure reconnaissance de texte, avoir une meilleure détection d'éléments modifiés dans un document, plein de choses. Est-ce que c'est le même métier que chercheur dans un univers privé, industriel ? Oui, j'imagine que l'objectif est le même. Après, il y a des différences de temporalité, des différences d'objectifs, de performance. On n'a pas les mêmes deadlines, on n'a même pas les mêmes contraintes de temps réel, temps d'exécution. Donc oui, il y a des différences qui existent. Néanmoins, on a quand même la même passion, je pense, de base. Je ne sais pas si tu veux Bertrand, tu rajouter veux quelque compléter peut-être ? Oui, peut-être compléter sur, effectivement, on a, en tant qu'académique, on a la nécessité de publier les résultats de nos travaux. L'objectif, comme le disait Nicolas, c'est d'augmenter la connaissance de l'humanité de manière générale sur l'ensemble de la recherche. C'est l'objectif premier. Après, quand on est sur un domaine en particulier, on vient apporter une toute petite pierre pour repousser les frontières de la connaissance. Et donc ça passe par des publications scientifiques où l'échange et les échanges avec les autres chercheurs et enseignants-chercheurs dans le monde entier sont indispensables puisqu'on se confronte, c'est une compétition internationale, mais une saine compétition. Et donc on a cet objectif de publication. Pour les entreprises, il y a un objectif en premier économique et où la communication peut faire partie du modèle de l'entreprise, mais souvent le modèle c'est le secret, une manière de protéger une avancée technologique. Et donc c'est là où éventuellement les points de vue et les objectifs peuvent diverger. Il y a clairement une différence temporelle, c'est-à-dire que dans la recherche académique, on peut se donner un temps très très long, qu'on peut aussi se donner dans le monde de l'entreprise, mais qui nécessite un temps beaucoup plus court parce que l'entreprise a besoin évidemment d'aller vers le marché rapidement. Et donc il y a ces différences de temporalité. Mais on va le voir, je pense, par nos expériences, tout à fait les possibilités de se rencontrer et de se comprendre et d'atteindre nos objectifs qui peuvent être, vus de l'extérieur, paraître différents, mais au final, l'objectif, c'est bien d'avancer sur la connaissance, l'innovation et aller vers le transfert, parce que ça fait aussi partie de nos missions en tant que laboratoire public, c'est d'aller vers le transfert des avancées des labos vers le monde économique. Adnan, je te laisse compléter sur la partie industrielle. Oui. Effectivement, je pense qu'on parle souvent du fait que les chercheurs et puis les entreprises ne parlent pas le même langage. Je pense que c'est une affirmation qui n'est pas totalement fausse dans la mesure où le chercheur, lui, s'inscrit dans le temps long, dans une incertitude féconde, dans la volonté de vouloir publier, là où l'entreprise, elle est plus soumise à la loi du marché, à la concurrence, aux résultats, aux attentes des clients qui veulent des résultats concrets. Mais je pense que ce n'est pas une fatalité, il faut juste essayer de trouver un terrain commun pour se retrouver. Je pense que ce terrain commun, c'est il faut que l'entreprise accepte que tout ne soit pas industrialisable immédiatement, et il faut aussi que le chercheur comprenne que certains livrables doivent être utilisables de manière rapide. Donc, puis je pense que fondamentalement, on ne fait pas le même métier. Je pense qu'un chercheur, il est aussi jugé sur la qualité de sa publication, là où l'entreprise est jugée sur sa capacité à innover et puis sa capacité à créer de la valeur économique. Donc, on est dans le fond dans deux quêtes de vérité,
L'une qui est scientifique, l'autre qui est celle du marché. Puis je pense que la co-innovation, c'est justement quand ces deux vérités viennent à se rencontrer. Déjà, on a dit beaucoup de choses et je partage le fait que dans nos ressemblances et nos différences, on a les mêmes objectifs. On veut faire des technologies et des méthodes qui fonctionnent, qui apportent des résultats sur un périmètre donné. Après, là où on va avoir de la divergence, c'est le laboratoire va travailler sur le périmètre, on va dire, cas d'école, alors que nous, on va travailler sur le périmètre tout l'univers. Et là, ça crée beaucoup plus de variété de problèmes. En revanche, pour revenir sur vos deux dernières remarques, la grosse différence, elle va venir de la finalité. On n'a pas la même finalité, production de connaissances et production de valeur sur un marché économique. Du coup, à côté de ça, ça veut dire qu'on va partager des métiers où on va se retrouver dans les méthodologies, on va se retrouver dans les problématiques, et puis de la complémentarité, des différences qui vont être très complémentaires, parce que nous, on va avoir beaucoup de données et on va pouvoir apporter au laboratoire de l'expérience, de la vue terrain et les focaliser sur non, mais la problématique que tu traites, elle n'est pas du tout intéressante, elle est peut-être jolie d'un point de vue théorique, mais elle n'a aucun intérêt pour de la recherche appliquée, parce que dans toutes les collaborations, de toute façon, on va se passer sur un niveau de recherche appliquée, on ne va pas faire de la recherche fondamentale, eu égard les retours de marché. Et ça, c'est une grosse valeur. Et pour nous, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas la capacité à faire autant de veille technologique qu'on aimerait. Et donc, la collaboration avec le laboratoire nous permet de rester au fait de la technologie, de l'actualité de la technologie, et de nous maintenir en formation continue. Ce qui n'est pas la vocation initiale, mais qui est important pour nous, pour notre métier. On va essayer de compléter s'il y a encore des choses à dire. Non, globalement, je partage tout ce qui a été dit. C'est vrai que ce que peut apporter l'entreprise, c'est vraiment les problématiques du terrain. Et là où l'académique va apporter sa connaissance, sa curiosité, sa méthodologie, sa façon de travailler. Et une chose qui pourrait être intéressante, peut-être que l'année prochaine, si on revient, on pourra parler de co-innovation entre les laboratoires et les entreprises. Et je rajouterai quelqu'un qu'on essaye de mettre tout le temps dedans, quand on peut, c'est les clients. Donc ça, c'est pareil, quand on arrive à embarquer des clients avec leur cas d'usage, avec leur capacité aussi à challenger, à évaluer ce qu'on est en train de mettre en place, ça nous permet vraiment, nous en tant qu'entreprise, d'amener des solutions pragmatiques. Donc ça, c'est vraiment un point aussi qui est très important. Et par rapport aux différents objectifs, effectivement, un académique va vouloir publier, va vouloir présenter, partager ses travaux. Là où l'entreprise cherche à apporter de la valeur avec des fois la culture du secret, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, de ma vision à moi, je pense que c'est quelque chose qui évolue. Je pense que les entreprises aujourd'hui ont bien compris que, en fait, publier, partager de la connaissance, ça va les aider aussi à avancer. Et quand on voit maintenant les jeunes chercheurs, les jeunes ingénieurs, ils sont vraiment dans cette culture-là. C'est peut-être aussi amené par l'open source, par toutes ces tendances-là. Et je pense que ça va être un gros plus et ça aide vraiment les entreprises et les académiques à travailler ensemble. Voilà, bien comprendre ces enjeux-là. C'est une parfaite transition pour la deuxième question que je voulais vous poser. On l'a vu, dès qu'on parle de collaboration, co-innovation, co-quelque chose, ça veut dire créer à deux, au moins, parfois à plus, parce qu'il peut nous arriver de travailler à plusieurs laboratoires ou plusieurs entreprises ensemble. Dès que l'on partage, il faut aussi partager tout ce qui est propriété intellectuelle, le besoin de diffusion. Comme ça a été dit, les chercheurs ont besoin de publier ça fait partie de leurs critères d'évaluation. Les entreprises, parfois, veulent partager, parfois pas, pour plein de raisons qui peuvent être expliquées. D'après vous, comment on peut arriver à gérer ce genre de cas ou comment pourriez-vous nous faire un retour sur des bonnes pratiques ou des choses que vous avez réussies et qui pourraient être bien de partager en tout cas? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Vas-y Frédéric, allez vas-y. Je vais commencer comme ça. Le point de la propriété intellectuelle, c'est un point crucial dans la collaboration entre une entreprise et l'académique. J'ai pas de formule magique, sauf que c'est le point qu'il faut aborder au début. C'est pas quelque chose qu'il faut laisser traîner parce que c'est compliqué à gérer. Il faut l'aborder dès le début. Et en fait, il y a plein de solutions. Il y a
On peut imaginer des applications, des domaines spécifiques. L'entreprise, nous, on travaille sur du traitement de documents pour digitaliser des processus métiers, sur on va dire, par exemple des documents administratifs, des choses comme ça. Et en fait, les technologies ou les algorithmes qui vont émerger de notre collaboration, ils peuvent être appliqués à plein de domaines. Et l'académique peut l'appliquer sur d'autres domaines. Donc, c'est l'une des façons, par exemple, pour partager de la propriété intellectuelle sans léser l'une des parties. Et il y a plein d'autres façons de faire. Le seul point, c'est qu'il faut en parler dès le début. Voilà. Moi, mon conseil, ça serait essentiellement ça. Vincent, je te passe la main. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Frédéric. Les deux points clés dans les collaborations qui sont absolument réglés au début, on les a évoqués déjà, c'est la communication, vitale pour l'académie, accessoire pour l'industriel. Néanmoins, des fois, on n'aime pas faire profiter nos concurrents de nos avancées, donc on peut être timide. De notre côté, quand on publie, ça marque un état de l'art et ça veut dire qu'on a la propriété en tout cas intellectuelle de ce qui a été produit. Donc c'est aussi protecteur de faire la publication, c'est une autre façon par rapport au brevet, qui est une autre méthode de protection. Dans la publication, c'est plutôt défensif. On ne va pas pouvoir être attaqué par un brevet parce qu'on aura eu un précédent. D'où un intérêt quand même à la publication. Et l'autre partie, tu disais sur la propriété intellectuelle fondamentale, et tu as cité quelques exemples, et je pense que le point essentiel se résume dans un proverbe arabe qui dit « Celui qui veut, il trouve des solutions, celui qui ne veut pas, il trouve des excuses ». Donc il y a toujours plein de solutions, et si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, c'est qu'il y a une des deux parties qui n'a pas envie. Mais comme tu disais, il faut s'en occuper dès le début. Moi, je pense que la propriété intellectuelle, c'est définitivement le point qui est le plus sensible. Je pense qu'on peut avoir la meilleure entente humaine si le sujet de la propriété intellectuelle n'est pas abordé au départ. Définitivement, on va être heurté à beaucoup de conflits par la suite. Je pense aussi qu'il faut distinguer 3 éléments là, dans une collaboration industrielle universitaire. Il y a aussi les connaissances propres que chaque partie apporte au départ et qu'elle conserve. Il y a les résultats aussi propres qui sont générés par chaque partie et qui lui appartiennent. Puis finalement, il y a les résultats communs qui sont issus des travaux de recherche. Puis il faut aussi aborder la notion des brevets par la suite. C'est finalement qui dépose le brevet, qui paye le brevet, qui entretient le brevet derrière. Définitivement, si toutes ces questions ne sont pas abordées au départ, le projet risque de finir en une vraie bombe à retardement là, par la suite. À l'inverse, je pense que quand la propriété intellectuelle est abordée au départ et que les règles du jeu sont clairement définies en amont, je pense que ça devient clairement un moteur à la fois pour l'académie et puis pour les entreprises. Sur des exemples, si je peux dire, de collaboration ou de deals qui sont win-win, ça serait que dans des résultats communs, la propriété intellectuelle soit partagée entre l'université et l'industriel, de permettre aussi aux universitaires de pouvoir continuer à utiliser les résultats communs à des fins d'enseignement et de recherche, et puis de permettre éventuellement à l'entreprise, pour pouvoir la rassurer, la sécuriser, d'avoir une licence exclusive d'exploitation sur les résultats communs qui ont été trouvés. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Clairement, ce que Vincent a dit sur le fait qu'on peut trouver toujours une solution. Il faut simplement se mettre autour d'une table, le faire effectivement dès le début, que les choses soient claires. Et il y a énormément de possibilités dans les aspects de négociation autour de la propriété intellectuelle. Et il y a vraiment à chaque fois une solution qui peut être trouvée si effectivement les partenaires le veulent tous. Et il faut aussi ne pas s'embarquer dans un travail en commun sans avoir mis ces points-là au clair. Sinon, au-delà de batailles juridiques ou de négociations difficiles par la suite, le risque, c'est qu'effectivement, d'avoir investi tout un travail sur ces aspects-là, et parfois ce ne sont pas forcément les personnes qui vont travailler tous les jours qui vont être en opposition. Ça peut être donc à la décision
qui font que ce travail-là, finalement, va se perdre. Donc clairement, c'est un point essentiel, cette discussion préalable, et qui, au final, ne doit pas poser de problème, puisqu'on peut trouver une solution qui accordera à la fois les contraintes et les objectifs des laboratoires et les contraintes et objectifs des entreprises. Je vais m'associer avec tout le monde, hein. Forcément, c'est vraiment un des points cruciaux. Cette discussion en amont, avant d'initier n'importe quel projet en co-innovation ou même de transfert. J'allais ajouter éventuellement ne pas hésiter à se faire aider parce qu'il existe une multitude de cas, une multitude de licences qu'on peut appliquer à du code, de différentes modalités pour faire le transfert de l'API, voilà, de l'API partagée, pas partagée, licence exclusive, etc. Voilà. On peut peut-être ajouter aussi que parmi les contraintes qu'on a, nous, de plus en plus en académique, c'est justement la publication du code, par exemple, adossée à la publication article dans une conférence ou une revue, où une des modalités, c'est d'être évalué par ses pairs. Ça veut dire qu'on doit donner notre code, grosso modo, hein, pour pouvoir, à des fins de reproductibilité, que le code puisse être retourné sur d'autres données ou sur les mêmes données pour attester un peu de la valeur de la production de code ou de la production de la solution. Et donc ça doit trouver une solution aussi quand on travaille avec un industriel, notamment parce que si on est obligé de publier le code, l'industriel doit aussi prendre ça en compte dans la discussion et forcément ça peut poser certains problèmes. Voilà. Mais ces problèmes ont toujours des solutions. La solution, je crois que c'est Annan qui en a parlé, dire voilà, la licence exclusive à partir du moment où il y a une exploitation commerciale pour l'entreprise et laisser un peu d'utilisation possible pour tout ce qui concerne la recherche académique. Ça me paraît quand même un bon deal pour les deux parties. Merci. Alors, on l'a vu, on a besoin l'un de l'autre, globalement, pour travailler. On a vu aussi que l'API est importante. Est-ce que vous pourriez essayer de me donner, d'après vous, là où les étapes importantes pour bien réussir une collaboration, d'après vous, quels sont les éléments indispensables à mettre en place pour être sûr que ça, en tout cas, pour être sûr que ça ne rate pas. Je ne veux pas dire que ça fonctionne, mais pour être sûr que ça ne rate pas. Je peux dire 2-3 points, on repart dans l'autre sens. Donc l'API, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé. Les objectifs, avec éventuellement des jalons dans le temps, dire qui doit faire quoi et quand, grosso modo. Bien positionner sur quels moyens on va se donner, d'accord, qui va payer ces moyens et comment est-ce qu'on rend compte, comment est-ce qu'on fait des comptes rendus de ce qu'on a fait et est-ce que ça satisfait en fait les deux parties. Après, il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre hein, sur qui finance. Il y a les financeurs publics, ça peut venir de chaque partie. Il y a voilà, les calendriers, ça c'est défini en bon usage. Ouais, je peux peut-être compléter sur dans les discussions préalables, il faut à la fois que l'entreprise expose clairement les besoins et les objectifs de la collaboration, et en même temps que les scientifiques académiques qu'il y ait une bonne compréhension entre les deux, qu'il n'y ait pas l'entreprise pense que ça va résoudre tel problème et l'académique le pense pas, mais pensait à un autre problème, et donc on va se retrouver à la fin avec quelque chose qui ne satisfait ni l'un ni l'autre. Donc il y a la nécessité de bien discuter en amont est important
pour pouvoir justement avoir des objectifs clairs, atteignables. On est généralement dans une collaboration. Si on est vers du transfert, ça veut dire que y a une brique qui manque, c'est entre un prototype de recherche qui a pu être validé scientifiquement avec des publications, etc. Et le passage vers un système ou un logiciel ou une méthode qui puisse être intégrée dans un produit, il y a un travail énorme, à la fois de maturation et de travail préalable qui doit se faire vraiment en collaboration entre le laboratoire et l'entreprise. Et puis après, il y a un travail au sein de l'entreprise d'intégration de ces résultats de maturation. Et donc, il faut que l'ensemble des partenaires ait bien connaissance de, effectivement, comme le disait Nicolas, qui fait quoi, jusqu'où, comment on évalue la qualité des résultats qui sont produits par la collaboration, parce que ça va déclencher aussi la satisfaction ou l'insatisfaction des partenaires. Il faut aussi ne pas survendre d'une certaine mesure des technologies. Il y a une marge entre ce qu'on peut éventuellement envisager dans un transfert avec une durée, je sais pas, sur 1 an, et ce qu'il faudrait investir pour aller vers des objectifs encore plus ambitieux sur 2-3 ans. Donc c'est aussi, ça fait partie de ce qu'on évoquait aussi, quelle est la granularité de la collaboration, la temporalité, et par rapport à ça, il y a un coût, quelle énergie humaine on va devoir investir en chercheurs, en postdoc, en ingénieur, en doctorant. Voilà, donc c'est à nouveau bien se connaître, bien connaître les besoins de chacun pour arriver à quelque chose qui va, quand les choses sont bien balisées, vers un succès. Moi, je pense que la clé, c'est vraiment l'alignement des attentes dès le départ. Je pense qu'on ne signe pas un contrat de collaboration, de recherche, comme on viendrait signer un contrat de prestation classique, là. Il faut vraiment prendre le temps au début de bien clarifier ce qui est attendu. Si je devais décrire ou plutôt donner quelques clés de succès, je dirais qu'il faut qu'il y ait la clarté en amont, de bien définir les objectifs, de bien définir les livrables, qu'il y ait un calendrier qui soit clair, d'avoir, je pense, une gouvernance qui soit mixte, de pouvoir avoir un comité où il y a à la fois des représentants de l'entreprise et puis des représentants du monde industriel. Alors l'objectif de ce comité-là, c'est pas fondamentalement de contrôler, mais c'est plutôt de servir de garde-fou pour éviter qu'il y ait des dérives et puis de vérifier que les attentes à la fois du monde universitaire et du monde industriel avancent à la même vitesse. Il y a la notion de propriété intellectuelle qu'on avait abordée tout à l'heure là, et qu'il faut aborder clairement au départ. Je pense qu'il faut aussi mettre en place des livrables intermédiaires parce que une thèse, ça dure 3 ans. Une publication, des fois, ça peut prendre 1 an. Et je pense qu'on ne peut pas attendre 3 années pour dire qu'un projet a apporté des résultats. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir des livrables intermédiaires, des prototypes, puis des fois juste de reconnaître des petits succès, ça permet de mettre des jalons et de pouvoir avancer de manière efficace. Puis il y a aussi la notion de valorisation mutuelle. On a bien dit que les chercheurs cherchent aussi la publication. Donc il faut aussi être fair play dans la mesure où quand une entreprise fait un communiqué, il faudrait qu'elle puisse citer le chercheur qui a participé au résultat. Tout comme le chercheur, dans ses publications, il doit aussi citer l'entreprise qui a participé. Puis je pense qu'un dernier facteur de succès qui est à mon avis valable pour tous les projets, c'est la confiance mutuelle, c'est d'accepter de partager sans avoir la crainte que l'autre vous prenne tout. Vous avez tout dit ce que je voulais dire. Mais donc je vais juste faire du rappel et souligner un projet de recherche, un projet de collaboration, c'est comme un projet classique. Le point de départ, c'est que le cahier des charges doit être bien fait. Si on a un bon cahier des charges, déjà le projet va être bien lancé. Après, il va y avoir le chemin va être long, tranquille, mais et vous l'avez dit à plusieurs fois, quand on a une bonne compréhension du cahier des charges, là on est sur un bon point de départ. Le deuxième point, c'est
Le projet va être sur une longue durée alors qu'une entreprise est sur une courte durée. Donc l'intégration continue, c'est une stratégie clé dans la valorisation et la prise en compte des résultats du projet et ce qui va amener de la satisfaction à l'industriel, puisqu'il va pouvoir récupérer des éléments au fur et à mesure, sachant que ce ne sera pas forcément ce dont il avait rêvé au départ, mais c'est déjà une avancée vers ce où il voudrait aller. Et le troisième élément, super important pour que ça réussisse, c'est comment prendre une image. Une fois en Chine, je négociais des t-shirts. Et puis, il parle toujours des prix. On part d'un prix comme ça, il va à un prix comme ça. Et puis, on passe 3 heures pour arriver à trouver un prix intermédiaire. Alors, au bout de 3 jours, il y avait un vendeur, j'ai fait oui, mais c'est quoi le vrai prix? Nous, on n'est pas habitués à envoyer des tickets. On nous dit c'est 15 euros, c'est 15 euros. On suppose que c'est le vrai prix. Alors, je dis c'est quoi le vrai prix? Et le vendeur m'a répondu le vrai prix d'une chose, c'est le prix pour laquelle les deux parties sont heureuses. Et un projet qui réussit, c'est un projet pour lequel à la fin, les deux parties sont heureuses. Et ça veut dire, pour réaliser ça, qu'on arrive à faire de l'empathie, ou que chacun puisse se mettre à la place de l'autre, que le laboratoire comprenne que ce qu'il fait, ça doit avoir une utilité pour nous. Et souvent, la curiosité des chercheurs, elle est qu'il y a un beau papillon qui passe, oh, je vais suivre le papillon. Non, revenons à notre sujet. Le laboratoire doit être conscient de quel est notre sujet, rester dessus. Et de notre côté, nous, on doit avoir aussi de la compréhension pour la finalité du labo. On en a parlé déjà tout à l'heure, les publications, d'être tolérants sur le fait qu'il faut leur permettre de valoriser leur travail, parce que sinon, ils ne vont pas être satisfaits à la fin du projet. Ils auront travaillé pour rien de leur point de vue. Voilà les 3 éléments clés à considérer. Cahier des charges, intégration continue, compréhension mutuelle. Je vais rajouter un petit truc quand même alors. Je vais essayer. Ce que je rajouterais moi, donc c'est plus un conseil pour l'entreprise pour le coup. C'est quand on démarre un projet de collaboration, c'est effectivement il faut un cahier des charges, etc. Mais ça suffit pas. Pour moi, il faut aussi donner des moyens humains pour avoir un suivi en continu avec les gens qui sont côté laboratoire. Investir des gens côté entreprise, ingénieurs ou des docteurs par exemple, qui vont suivre également les sujets. Là, on a des projets, je prends des exemples avec Michael, avec le L3I. Il y a des échanges maintenant quasi quotidiens entre les ingénieurs qui sont chez ITsoft. Et bon, là, c'est sur une testif, mais il était juste avant dans un projet avec le L3I et le chercheur côté laboratoire. Et en fait, c'est cet échange en continu, vraiment quotidien, où ils s'enrichissent, ils discutent, qui fait en sorte que, pour moi, que le succès du projet aussi, et ça rassure comme l'intégration continue sur le fait que là où on va, c'est ce qui va aider l'entreprise. Et en même temps, on alimente le chercheur avec des cas d'usage, avec des problématiques, des challenges. Donc c'est vraiment ne pas négliger le temps à investir d'un point de vue humain côté entreprise dans le projet également. Merci pour ces précisions, merci pour le papillon. Alors, je vous invite demain matin à 10h45, on aura un autre atelier où on pourra vous présenter tous les systèmes de financement des collaborations, parce qu'on n'avait pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il existe énormément de dispositifs pour faciliter la collaboration entre les entreprises et le secteur académique. Vous pouvez venir demain, on pourra en parler, on pourra aller un peu plus loin. Je voulais vous remercier pour toutes vos questions et toutes vos réponses en tout cas. Je me propose de me tourner vers la salle pour voir s'il y a des questions. Parce qu'on arrive sur la fin de notre timing. Oui, il y a une question. Merci. Bonjour, j'ai une question pour les entreprises et pour les enseignants des deux côtés. Comment est-ce que vous faites pour essayer d'avoir de l'engouement auprès de la nouvelle génération sur ces concepts de co-innovation du côté de l'entreprise, mais aussi du côté des étudiants? Oui. Alors, ça, c'est pas le côté le plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui veulent se retourner vers la recherche, qui aujourd'hui hésitent beaucoup parce que la poursuite dans l'académique est très compliquée à atteindre. Aujourd'hui, le nombre de postes fait que les futurs docteurs
vont avoir un peu de mal à rentrer dans le système et hésitent un peu entre partir dans le privé, voilà, mais ils ne se sentent pas forcément à l'aise à rentrer dans une ESN pour faire de la prog ou même chef de projet. Ils ont quand même de l'appétence pour la recherche et sont tentés par de la recherche en académique. Et justement, ce genre de dispositif de co-innovation, généralement, c'est quelque chose qui leur plaît plutôt bien, puisque la plupart du temps, quand il y a un doctorant qui est formé dans une entreprise, par exemple, je prends l'exemple du doctorant, qui fait sa thèse en CIFRE, par exemple, donc moitié entreprise, moitié laboratoire de recherche publique, il va pouvoir continuer dans l'entreprise, par exemple, ou justifier d'une expérience professionnelle dans le monde socio-économique et du coup valoriser un petit peu plus ce côté-là sur son CV, quoi. Donc c'est quelque chose qui plaît justement plutôt aux étudiants qui sortent de master aujourd'hui. Pour aller dans le sens de Nicolas, en fait, moi je vois ce qui nous aide, par exemple, c'est le dispositif de thèse CIFRE. C'est vraiment très utile. Et d'intégrer aussi dans les équipes des docteurs qui ont eu un passé académique et qui vont faire le pont entre les ingénieurs, les équipes d'ingénieurs et le monde académique. Et aujourd'hui, les jeunes, en tout cas ceux qui sont dans nos équipes, ils aiment justement travailler sur ces sujets-là, échanger. Et je pense que ça rejoint peut-être ce que tu disais, Vincent, aussi. Et Adnan aussi, il faut valoriser en fait tous ces travaux-là et les intégrer pleinement dans ces sujets-là. Mais en tout cas, en termes de motivation dans les équipes ITsoft, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Oui, il y a un point clé sur les étudiants, c'est la passion. Ils vont avoir la passion du sujet ou la passion du domaine et ça va les amener. Et là, ils vont trouver dans les projets en co-innovation, ils vont trouver beaucoup plus d'intérêt qu'un sujet pur. Alors, il y en a quelques-uns qui sont très théoriciens, donc leur passion va les amener à travailler sur des matières théoriques. Ils vont chercher plutôt des tests très théoriques. Mais on a pas mal d'étudiants qui savent que leur avenir il n'est pas tracé. Toutes les nouvelles générations, elles ne partent pas en disant je vais rentrer dans une entreprise, faire ça toute ma vie. Je suis dans un schéma où dans 5 ans, je ferai peut-être quelque chose de complètement différent. Donc les projets de co-innovation qui sont sur 3 ans, ça cale à peu près à ces périodes-là. Donc ça correspond bien à l'état d'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Et nous, dans notre domaine, on a une chance, c'est que l'IA est super à la mode. Donc on peut mettre IA dans le machin. Et donc ça met en lumière déjà et ça attire beaucoup de curiosité. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus difficile de trouver des doctorants parce que non, mais la recherche, ça ne paie pas, je vais faire autre chose. Je peux peut-être juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il y a aussi pas mal d'incitations auprès des doctorants pour aller vers la création d'entreprises, vers l'innovation, la création de start-up. Et c'est hyper valorisant quand on a passé 3 ans sur un sujet, qu'on a eu des publications. C'est l'exemple de la collaboration qu'on a eue avec IMDS. C'est le résultat d'une thèse. Et le doctorant qui est devenu docteur, de voir ses travaux entrer dans un produit et exploité par une entreprise, en l'occurrence IMDS, c'est excessivement valorisant. Donc il y a vraiment, je pense, cette appétence vers le monde de l'entreprise. Et finalement, les docteurs sont plutôt bien entourés par à la fois les outils d'incubation, les relations qu'ont les laboratoires avec les entreprises. Donc ils sont dans un environnement très, très favorable. Je pense que je pourrais vous apporter peut-être une réponse avec... on recrute un étudiant en thèse CIFRE qui démarre très bientôt. Puis la semaine dernière, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de faire une thèse CIFRE avec une entreprise plutôt qu'avec une université. Alors sa réponse texto, c'était que sur les 3 années avec l'entreprise, j'ai une expérience professionnelle de 3 ans qui est reconnue. Ce qui n'est pas forcément le cas avec une université. Mais je pense que c'est bénéfique pour les 2 parties parce que le chercheur, lui, il apporte de la stabilité et de la profondeur, là où l'entreprise va apporter de l'agilité puis du pragmatisme. Merci beaucoup à tous et je vous propose d'arrêter ici et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour la suite.